Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté à la une de l'actualité de ce soir. Le procès du massacre du 28 septembre se poursuit à Conakry. Ce jour, on note la comparution du colonel Bienvenu Lama sur son rôle présumé dans la gestion du centre de Kaléa. Les Échos en début de journal. 22 manuels scolaires estampillés, essais didactiques destinés aux élèves inondent les différents marchés du pays. Comment expliquer ce phénomène anormal? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, la plateforme Plaged devient désormais Landaya. Son rôle est de sécuriser des données et mobiliser les recettes pour l'État et le secteur privé. Elle a été présentée ce lundi à la presse par la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces messages de félicitations à l'endroit du président de la République de Guinée, Excellence, M. Mamadi Doumbouya. L'Union des Comores, le président, Excellence, Monsieur le Président et très chers frères, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République de Guinée m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement comorien et en mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins nos vœux ardents de bonne santé, de bonheur et de réussite dans vos nobles fonctions. Votre victoire éclatante aux élections présidentielles témoigne de la confiance du peuple guinéen en votre vision, votre leadership éclairé et votre engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement inclusif de votre pays. Je forme le vœu que votre mandat soit propice à un partenariat fructueux au service du bien-être de nos peuples frères et de la prospérité partagée sur le continent africain. Je serai ainsi heureux de travailler avec vous et d'œuvrer de concert avec votre Excellence en vue de consolider les liens de fraternité et d'amitié qui unissent si heureusement nos deux pays frères et donner un élan nouveau à notre coopération bilatérale pour le hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples frères. En vous renouvelant mes sincères félicitations et mes vœux, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Très cordialement, Azali Assoumé, à son Excellence Président Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée. Et puis cet autre message de la FIFA à son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée. Votre Excellence, Monsieur le Président, veuillez accepter mes plus sincères félicitations pour votre récente élection à la présidence de la République de Guinée, laquelle témoigne de la confiance que votre peuple place en votre leadership. Je tiens à vous adresser tous mes vœux de succès dans l'exercice de ce mandat. En ce début d'année, je souhaite également vous présenter ainsi qu'à votre famille et à vos proches mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2026 placée sous le signe de la santé, de la prospérité et de la réussite. Dans l'espoir d'avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement, je vous prie de croire votre Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. Signé Gianni Infantino. Je vous le disais, au sommaire, la deuxième phase du procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 se poursuit. Au cœur des débats, la comparution du colonel Bienvenu Lama, appelé à s'expliquer sur son rôle présumé dans la gestion du centre de Kaléa et de la sortie de nouvelles recrues vers le stade. Aboubakar Ami Kamara et Kerno Younoussaba sont nos reporters basés sur place. La deuxième phase du procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit ici au palais de justice. Colonel Bienvenu Lama, en contradictoire avec la partie civile, le ministère public sur qui était le directeur du centre de Kaléa à l'époque des faits et qui a donné l'ordre pour la sortie des nouvelles recrues pour le stade. Colonel Bienvenu Lama rejette toutes les charges contre lui. Concernant l'incrimination de Bienvenu Lama, nous, en tant qu'avocats de la partie civile, on a notre conviction, on a nos preuves parce que à Kaléa, il était instructeur. Il n'était pas le seul instructeur
Mais son nom a été cité pour avoir servi de complicité dans la commission de l'infraction. Et nous avons plusieurs arguments pour le confondre, pour dire qu'effectivement, il était complice et qu'il a pris part au massacre. Les accusés se sont toujours inscrits dans la dénégation systématique des faits. Mais le tribunal, s'il y a eu ordonnance de renvoi, c'est sous la base de charges suffisantes. Ce n'est pas par hasard qu'on renvoie. La défense affirme que l'accusé colonel Bienvenu Lama avait bénéficié de l'ordonnance de non-lieu le 29 décembre 2017. Il ne devrait donc pas être inculpé dans l'affaire du 28 septembre 2009. Il plaide l'innocence de son client. La comparution de notre client ce matin, c'est encore un soulagement, comme je l'avais dit précédemment. Il est d'une sérénité implacable. Il est de bonne foi et il a foi en Dieu. Ce qui fait que pour lui, la liberté, c'est dans la tête. Il n'est mêlé à quoi que ce soit. Et la question centrale, est-ce qu'il a été un seul instant directeur de centre de Kaléa? Non. Il n'a jamais été directeur du centre de Kaléa. À chaque fois qu'il parle, c'est avec pièce à l'appui, contrairement aux affabulations de l'autre côté. Dans la reprise des audiences criminelles des événements du 28 septembre 2009, 3 autres accusés sont en attente dans le box des accusés pour leur comparution à la barre afin de clarifier cette affaire criminelle. Le procureur général près la cour d'appel de Kankan était face à la presse. À l'ordre du jour, soustraction des matériaux du projet d'interconnexion Guinée-Mali. Une enquête est ouverte contre les présumés auteurs de l'infraction. Marwan Baldé est au micro de notre correspondant régional, Diamant Kaba. Parquet général, près la cour d'appel de Kankan, apprend avec indignation la dénonciation des faits constitutifs d'infraction à la loi pénale relative à la soustraction de matériaux de programme d'électrification et d'interconnexion de la ville de Kankan. S'inscrivant dans ses attributions de veille et de coordination permanente pour l'application de la loi pénale en vue de préserver la paix et l'ordre public, il met en garde tout contrevenant aux lois et règlements de la République dans le ressort de la Cour d'appel de Kankan. Il porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que toute personne impliquée, de près ou de loin, dans le démantèlement des installations de ce projet sera poursuivie et sanctionnée conformément au texte en vigueur. À cet effet, le procureur général a instruit l'ensemble des procureurs de la République et juges de paix du ressort de la Cour d'appel d'ouvrir des enquêtes contre les auteurs, co-auteurs et complices de ces faits de vol, afin qu'ils soient jugés et condamnés conformément à la loi. Par la même occasion, le procureur général invite la population à faire preuve de citoyenneté, de vigilance et de collaboration franche avec les services de sécurité pour le respect et la sauvegarde du patrimoine public, garant du développement durable de la nation. À Farana, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient de procéder à l'inauguration du magasin électoral de la région administrative. Cette infrastructure d'entreposage et de maintenance de matériel électoraux est construite en l'espace de 4 mois. Ibrahima Oulé Fofana est notre correspondant basé sur place. L'administration du territoire et de la décentralisation, en compagnie de la directrice générale des élections, procède à l'inauguration du magasin électoral régional, un bâtiment qui va ainsi renforcer le processus de sécurisation des kits électoraux, mais aussi faciliter le travail de l'antenne locale de la Direction générale des élections. Désormais, la région administrative de Farana dispose d'une infrastructure moderne permettant non seulement d'entreposer de façon adéquate des équipements électoraux, mais également leur maintenance régulière. Chaque mètre carré a été optimisé pour répondre aux standards de sécurité et d'efficacité qu'exige le processus
électorale. L'infrastructure se décompose ainsi. Un magasin de matériel lourd de 1257 mètres carrés et un magasin dédié au kit informatique de 516 mètres carrés. Bâti sur une surface de 3000 mètres carrés, la mise en place de ce bureau logistique électoral de la région administrative de Farana s'inscrit en droite ligne de la politique de décentralisation prônée par le ministère de tutelle à travers la Direction générale des élections. La Guinée marche sur un programme établi par un homme conformément à sa vision qui est le président Mamadi Doumbouya. Une vision qui est de renforcer la gouvernance décentralisée, mais une gouvernance participative. En 2010, les ressources ont été mises à disposition pour la construction de ces magasins. Ça n'a pas été réalisé. En 2013, les mêmes ressources ont été mises à disposition. Ça n'a pas été réalisé. Le général Mamadi Doumbouya a tenu à ce que ces magasins-là soient maintenant construits dans toutes les régions administratives de la Guinée. Cette cérémonie officielle de la coupe du cordon inaugural du magasin électoral, l'occasion est mise à profit par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour remercier les citoyens et l'ensemble des acteurs électoraux pour leur implication dans l'organisation réussie de la présidentielle du 28 décembre à Farana. À présent, ce communiqué du Conseil de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en Guinée relatif à l'exercice illégal de la profession et à l'usurpation du titre d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. L'ordre des experts comptables et des comptables agréés de Guinée rappelle avec fermeté que l'exercice des missions d'expertise comptable, de comptable agréé et de commissariat aux comptes est strictement encadré par la loi. En effet, suivant les dispositions de l'article 5 de la loi numéro 2015-21 AN du 13/8e mois 2025, nul ne peut sans être préalablement inscrit au tableau ou muni d'une attestation d'inscription exercer la profession d'expert comptable ni créer l'apparence de cette qualité d'une manière quelconque dans son activité. Toute personne ou entité non inscrite qui réalise ces missions sera coupable d'exercice illégal et passible de sanctions pénales et civiles. De même, toute personne se prévalant de la qualité d'expert comptable sans en apporter la preuve formelle pour quelque fin que ce soit est passible de poursuite pour usurpation de titre et faux et usage de faux. En outre, le Conseil de l'ordre recommande aux dirigeants et administrateurs de sociétés et à toute autre entité qui aurait recours au service d'un expert comptable ou d'un comptable agréé de bien vouloir se référer au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de Guinée ou, à défaut, se rapprocher du bureau de l'ordre afin de s'assurer que le prestataire est dûment agréé et membre de cette organisation professionnelle qui est régie par une loi. Enfin, le Conseil de l'ordre rappelle à tous nos confrères qui sont en indisponibilité et identité comme inactifs sur le tableau de l'ordre de s'abstenir de tout exercice légal, illégal et d'appliquer les procédures prévues dans le code de déontologie et le règlement intérieur de l'OEK en lien avec leur situation. Nous invitons par la même occasion nos confrères des professions libérales, avocats, notaires, magistrats, de bien vouloir consulter le tableau de l'ordre ou se référer au bureau de l'ordre dans le cadre des désignations de professionnels relevant de la profession d'expert comptable et comptable agréé. Signé le président René-Marie Kadouno. Éducation, avec l'inauguration d'une nouvelle école dans la sous-préfecture de Mafereya, préfecture de Forêt-Caria. L'école est construite et équipée par une société opérant dans la localité. Son inauguration a mobilisé les fils ressortissants et cadres de l'éducation. C'est le préfet de Forêt-Caria qui a présidé la cérémonie inaugurale. Alpha Siagaba, compte rendu. La localité de Senguelen, dans la sous-préfecture de Mafereya, Forêt-Caria, dispose désormais d'une nouvelle école. Il s'agit d'un bâtiment de 3 salles de classe construit entièrement équipé par la société Winning Consortium. Nous sommes réunis pour célébrer bien plus que l'achèvement des chantiers. Nous célébrons l'avenir des enfants et le développement de notre nation.
En remettant aujourd'hui à la jeunesse de Senguelen cet établissement, il répond à un besoin crucial de désengorger les classes et de permettre aux enfants d'étudier dans des conditions dignes, sécurisées et propices à l'excellence. Je tiens à exprimer au nom de toute la population de Mafroya nos remerciements les plus sincères à Winnie Consortium pour cette initiative noble. C'est un temple de savoir, un lieu de transformation où nos enfants apprendront à lire, à écrire, à compter, à rêver et à devenir des citoyens. Cette infrastructure arrive à point nommé et vient améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de la localité tout en renforçant l'accès à l'éducation à la base. La société Winning Concession a réalisé ces projets, cette école, au niveau de cette sous-préfecture, et plus précisément dans le district de Senguelen. Donc c'est une fierté, c'est un sentiment de joie et de satisfaction que nous ressentons ici. Et c'est les retombées de Simandou 2040. Ce sont ces retombées que nous sommes en train de vivre là maintenant. Là. Donc c'est de remercier très sincèrement vraiment le gouvernement guinéen, remercier le président de la République. Lors de la cérémonie d'inauguration, le préfet de Fourekaria, colonel Mamadou Lamarana Diallo, a invité les populations de Mafria à préserver la paix et le vivre ensemble, gage de développement durable. Et dans notre grand format de ce soir, nous braquons nos projecteurs sur la vente de manuels scolaires estampillés, interdits de vente. Ces didactiques destinées aux élèves inondent les différents marchés du pays, au vu et au su de tous. Mais comment ces livres se sont-ils retrouvés sur le marché? Notre reporter Mamadou Saliouba lève le voile sur ce phénomène qui interpelle et questionne. Suivez. Sur les étals de ce marché de fournitures scolaires, un commerce aussi florissant qu'illégal se déroule au grand jour. Des livres, des cahiers et autres ressources didactiques estampillées interdits de vente sont commercialisés à des prix hors concurrence, malgré cette mention sans équivoque. À la question de savoir comment ces manuels se sont retrouvés sur le marché, les vendeurs opposent un silence suspect. Pire, au cours du tournage, notre équipe a été sommée de ranger caméras et micros sous la menace explicite de voir nos équipements confisqués pour retracer la chaîne de commercialisation de ces manuels estampillés interdits de vente. Nous nous sommes rendus à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, l'institution publique chargée de la conception et de l'élaboration des outils pédagogiques. Ici, le constat est sans appel. Les manuels scolaires produits sous la tutelle de l'INRAP sont piratés et vendus sur le marché par des commerçants. L'INRAP, son mandat, ce n'est pas de distribuer, mais c'est de concevoir, c'est d'élaborer et de garantir que les manuels commandés sont conformes au programme d'enseignement. Le processus a évolué. Les derniers appels d'offres qui ont été organisés par le ministère, le subministreur retenu a envoyé les ouvrages jusqu'au niveau des délégations scolaires d'enseignement élémentaire. Donc, ça va au-delà des DPE, jusqu'au niveau des structures plus proches de l'école, pour que, effectivement, ces ouvrages-là soient dans les écoles. Mais j'avoue qu'il y a des pirates. Il y a des pirates, des commerçants véreux, qui reproduisent ces manuels-là avec l'estampillé interdit de vente. C'est ce qui fait que les manuels inondent le marché. Des manuels piratés et vendus ou des manuels destinés aux écoles détournées de leur circuit normal, les versions varient d'un acteur à l'autre. Au service national de la documentation et des bibliothèques scolaires, on pointe du doigt certaines maisons d'édition chargées de la production des ouvrages commandés par l'UNIRAP. Il faut reconnaître que ce sont les entreprises bénéficiaires des projets qui, dans leurs commandes, font un plus en ce sens que nous qui avons commandé, ce sont des livres qui sont destinés aux élèves et ce sont des livres qui traitent nos programmes. Donc, ils en font plus. La quantité que nous avons commandée nous revient et ces quantités-là
se retrouvent directement dans nos écoles. Ces livres-là, nous avons mené des enquêtes. On a compris que ces livres-là ne sont pas des livres qui sont venus de nos écoles. Parmi les maisons d'édition en charge de la production des manuels scolaires en Guinée, figurent les éditions Gandal. Depuis plus de 3 décennies, elle assure l'édition des manuels scolaires sous la commande de l'UNIRAP. Ici, on soutient avoir pris toutes les dispositions pour empêcher la commercialisation des manuels destinés aux écoles. Je peux vous montrer le manuel de 6e année que nous vendons. Vous verrez que ce cachet vente interdite n'existe pas. C'est normal. Ça, c'est un appel d'offres. Nous allons mettre vente interdite parce que l'État paye. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons tiré que pour ce besoin-ci. Nous avons nos besoins puisque c'est des manuels qui sont connus dans les écoles privées en particulier, qui nous achètent chaque année ces manuels pour leurs élèves. Mais vous ne verrez pas la mention vente interdite, parce que c'est notre rôle de produire des manuels scolaires et de les vendre en tant qu'éditeur scolaire. En tant qu'éditeur, notre rôle se limite à produire et à distribuer lorsque c'est un appel d'offres qui couple édition et distribution. Ce qui se passe dans les écoles, nous, on n'a rien à voir là-dedans. La vente des didactiques estampillés interdits de vente se produit sous le regard impassible des autorités en charge de l'éducation. Le chef du département a été interpellé sur la question sur le plateau de l'émission Grand Angle de la télévision nationale. Ce n'est pas à nous d'aller encore vérifier ça et de voir, parce que nous, on ne peut pas compter tous les jours les livres. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, il y a eu des années où on ne donne pas de livres aux écoles. Vous voyez des livres neufs au marché. Ouais. Vous pensez qu'on a une boutique où on a gardé des milliers de livres et ne pas les donner aux écoles? Ces livres-là ne viennent pas forcément des magasins de l'éducation. Oui. Par exemple, interdit de vente en Guinée, rouge, jaune, vert et tout ça, on le duplique. En attendant des actes forts contre les auteurs et les complices de la commercialisation des manuels interdits de vente, ce sont les élèves qui payent le plus fort. Plusieurs établissements scolaires sont confrontés à un manque de manuels. Une triste réalité qui compromet les conditions d'apprentissage des élèves. Nous avons dans notre école 25 groupes pédagogiques. Nous avons 2382 élèves. Donc, si l'autorité, on a besoin de ces documents pour que tous les élèves soient dotés des manuels scolaires. Dans les classes de CM2, les élèves sont en groupe de travail. Donc, on les met en groupe de travail pour que, même s'il y a 3 livres dans un groupe, que tous les enfants puissent bénéficier en même temps. Globalement, tous les élèves n'ont pas pu en avoir, mais au moins, lorsque vous travaillez en groupe, en équipe, dans les différentes salles de classe, on peut dire que tous les élèves vont recevoir ces livres. Au-delà des discours et des renvois de responsabilité, une évidence s'impose. L'école guinéenne continuera à payer le prix du silence et de l'inaction tant que lumière ne sera pas faite sur la production et la distribution des manuels scolaires destinés gratuitement aux écoles. Car détourner un manuel scolaire, c'est détourner l'avenir d'un enfant. Dans le volet santé, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a le week-end dernier abrité la cérémonie solennelle de remise des diplômes d'études spécialisées des médecins désormais qualifiés dans plusieurs disciplines médicales, parmi lesquelles nous pourrons citer par exemple la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la cardiologie et la chirurgie générale et viscérale. Ils reçoivent officiellement leur parchemin après plusieurs années de formation rigoureuse. Adietou Bari, Moussa Bangora. Dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion, les nouveaux spécialistes ont été honorés devant les autorités universitaires, sanitaires, leurs encadreurs et leurs familles. Cette remise de diplôme marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, alliant enseignement théorique et pratique hospitalière. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, mais surtout de responsabilité parce qu'on a acquis tellement de compétences que nous voulons vraiment que la population en bénéficie.
Pour les autorités universitaires, cette nouvelle promotion constitue un renfort important pour le système de santé guinéen, confronté à un besoin croissant de médecins spécialistes, notamment dans les hôpitaux de l'intérieur du pays. Les spécialistes que nous formons dans nos institutions représentent une ressource stratégique pour les réformes des différents domaines. Et là, particulièrement, on dira que ça représente une ressource pour la réforme du système de santé. Ils doivent contribuer à la qualité des soins, à la sécurité sanitaire, à la recherche clinique, à la production de données fiables pour les décisions publiques. Il n'y a pas si longtemps, parler de spécialisation en Guinée rime inévitablement avec l'expatriation. La faculté des sciences et techniques de la santé a su relever ce défi historique. Une cérémonie hautement symbolique présidée par le ministre de la Santé qui salue un investissement stratégique pour l'avenir du système sanitaire guinéen. Vous êtes désormais des acteurs clés de la transformation profonde de notre système de santé. Je vous exhorte ainsi à exercer votre noble métier avec éthique, humanisme et intégrité, en plaçant toujours le patient au centre de vos décisions. Avec ses 145 nouveaux spécialistes formés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à travers la faculté des sciences et techniques de la santé, la Guinée renforce durablement son personnel médical et pose un acte fort en faveur de la santé publique. Cette prouesse est accompagnée par la remise des satisfecits à 30 enseignants-chercheurs inscrits sur les listes d'aptitude du CAMES. Dans le même registre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de réceptionner des ambulances médicalisées pour des structures sanitaires du pays. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de renforcement du système de santé guinéen au bénéfice des populations, surtout celles vivant en milieu rural. Kerno Maroufba, Mohamed Bati Kamara. Après la réception d'un important lot de véhicules de terrain, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit à nouveau des ambulances. Ces ambulances médicalisées sont destinées à 6 structures sanitaires, à savoir les hôpitaux nationaux et certains de l'intérieur du pays. Ces ambulances ne sont pas de simples équipements roulants. Elles représentent un maillon essentiel de la chaîne de soins, un outil vital pour la prise en charge rapide et sécurisée des urgences médicales et obstétricales. Cette ambulance, c'est vraiment un besoin important pour nous. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes pavillonnaires. Donc, à toutes les fois qu'on reçoit un patient à l'urgence et que le patient doit être déplacé, par exemple, en imagerie ou sur les unités de soins, nous avons besoin d'ambulances pour le transfert interpavillonnaire. Ces ambulances viennent en soutien aux urgences médicales et la réduction des délais d'intervention, particulièrement pour les patientes enceintes et des cas graves. L'acquisition de ces ambulances par nos structures hospitalières est une valeur ajoutée déjà à tout ce qui est en place en matière de prise en charge des patients. Nous avons demandé aux bénéficiaires, c'est-à-dire les hôpitaux, d'utiliser ces ambulances à bon escient afin que la population puisse en bénéficier autant que faire se peut. Avec l'arrivée de ces ambulances, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est dans une dynamique de renforcer sa logistique dans tout le pays. Intéressons-nous à présent à cet outil de traitement de dossiers administratifs au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. La plateforme Plaged s'appelle désormais Landaya. La sécurisation des données, la mobilisation des recettes sont ces quelques avantages pour l'État et le secteur privé. Landaya a été présenté ce lundi à la presse par la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Abdul Karim Kamara nous en dit plus. Depuis près de 5 ans, la Guinée a opéré un virage à 180 degrés afin de moderniser l'action publique. Au ministère de l'Industrie et des PME, ce vent de révolution souffle sur la gestion des données administratives. Une transformation numérique et de l'innovation pour réduire les lenteurs administratives, renforcer la transparence et améliorer la qualité du service public. Jusque-là, ce processus de digitalisation est porté par la plateforme Plaged. Celle-ci devient désormais Landaya, ici présentée à la presse par la ministre de l'Industrie.
Ce recours à ce mot du terroir, malinké, s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le gouvernement guinéen en matière de branding national. Il souligne aussi la volonté de notre gouvernement de consolider davantage les liens de collaboration basés sur la confiance mutuelle. Une demande faite ce matin, une demande traitée demain et une demande livrée après-demain. C'est cette confiance que nous voulons renouveler en ce jour en lançant l'Andaya. Enfin, l'Andaya, c'est aussi une forme de rappel constant à préserver à un niveau élevé les standards relationnels entre l'État et le secteur privé. L'Andaya, forme d'éloge à la confiance, se veut inclusive et orientée vers les résultats. Ses avantages pour l'État et le secteur privé sont entre autres la transparence et la mobilisation des recettes, la sécurisation des données, l'accès à l'information pour les entreprises ou encore la réduction des délais de traitement des dossiers. Les usagers, ce sont les industriels, les PME et autres, et tout agent peuvent suivre leurs demandes en temps réel, de la soumission à la délivrance du document. Les outils de pilotage et de suivi-évaluation sont intégrés, encore une fois, pour renforcer la performance administrative, de façon graduelle, du ministre au directeur, des directeurs aux services traitants, c'est-à-dire les chargés d'études et autres, et inversement. Le site de la plateforme est www.landaya.gov.gn. Conçu pour la croissance du secteur privé, cet outil est une réponse claire aux enjeux de transparence, d'efficacité et de suivi-évaluation dans le souci de bâtir une administration performante. À Bokeh, les plateformes Fugace et Espace Agent trouvent un écho favorable auprès de fonctionnaires de la région. Depuis dimanche, une forte équipe du ministère du Travail et de la fonction publique est déployée sur le terrain pour mieux expliquer le fonctionnement des deux plateformes digitales qui viennent révolutionner la gestion des données administratives. Après Conakry, Bokeh devient la première région à abriter la campagne de vulgarisation du fichier unique de gestion administrative de la solde et de l'espace agent. Depuis le Kakandé, Moussa Namina Keïta, Mamadi Terna Kamisoko. En ce début de la nouvelle année, Bokeh, zone spéciale économique du pays, accueille une cérémonie majeure dédiée à la modernisation de l'administration déconcentrée. Il s'agit du lancement officiel du Fugace, fichier unique de gestion administrative et de la solde, ainsi que de la vulgarisation de la plateforme Espace Agent après la capitale Conakry. Deux révolutions numériques qui viennent dématérialiser la gestion administrative et salariale des fonctionnaires. Permettez-moi tout d'abord de saluer les efforts constants du ministère du Travail et de la fonction publique à travers la Direction générale de la fonction publique pour la modernisation de notre administration publique, le Fugace, qui est un outil précieux pour la réforme de notre système de gestion des ressources humaines. À travers des projets structurants comme Fugace, nous avons engagé une mutation profonde de notre système administratif fondé sur la digitalisation, la transparence, la traçabilité et la performance. Ces réformes visent à doter notre pays d'une administration moderne, agile et centrée sur les résultats, capable de répondre aux attentes légitimes des fonctionnaires et de soutenir les grandes ambitions nationales. Sur place, l'équipe de la Direction générale de la fonction publique procède à des démonstrations pratiques et présente de manière détaillée le fonctionnement des deux plateformes. J'avais un problème de bulletin. Je n'avais pas accès à mes bulletins. À travers mon compte Gmail, je suis venu les voir là. Je suis vraiment satisfait. Cette mission, elle aura pour but de les former eux, mais aussi eux à leur tour pour qu'ils puissent envoyer des messages aux agents et pour que nous aussi on puisse communiquer avec les agents pour leur dire l'outil Fugace qui est conçu, il est pour vous. La fonction publique aujourd'hui, à travers les DRH, doit avoir une posture. La même posture qui est impulsée par le ministre du Travail et de la fonction publique. Le sens de l'honnêteté, le sens de la responsabilité. À Bokeh, le Fugace et l'espace agent trouvent un écho favorable. Ces plateformes viennent réduire considérablement les délais de traitement des dossiers au sein de la fonction publique. Désormais, les réclamations ainsi que les demandes de congés, de formation et de maladie peuvent être soumises en ligne dans un environnement plus transparent.
Nous poursuivons ce journal. Relecture et validation du plan d'aménagement et de gestion de la surface marine protégée de la Mélacorée. L'activité se déroule à Forêt-Caria. Elle est pilotée par l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune en partenariat avec Guinée Écologie. Le but est d'assurer une gestion performante de cet espace transfrontalier entre la Guinée et la Sierra Leone. Le point avec Moussa Bangoura et Sidiki Sissé. La Mélacorée, c'est ce fleuve qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Elle traverse les localités de Benti et Farmoria, préfecture de Forêt-Caria, pour assurer une meilleure gestion des ressources de cet espace frontalier. Cadre des services techniques déconcentrés, riverains, environnementalistes et agents de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune se concertent pour la création de futurs parcs marins de ces terres protégées. Il faut sauvegarder l'aire protégée maritime de la Mélacorée. C'est là-bas où la biodiversité doit être développée et c'est là-bas où même les pêcheurs, la pêche, quand ce n'est pas protégé, les poissons qui sont dans l'aire protégée maritime vont se reculer et la biodiversité sera vraiment saccagée. À travers ce cadre de dialogue, le plan d'aménagement et de gestion de ce cours d'eau ont été aussi mis sur table. Ce document, une fois validé, va servir de feuille de route pour toutes les interventions sur le terrain. Ce plan aujourd'hui comporte 8 axes. Nous demandons aux partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de l'élaboration de ce plan de nous trouver des financements complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique qui va sans nul doute booster la gestion de l'aire marine protégée de la Mélacorée. Cette personne ne peut pas faire une conservation. Et vu que cet espace est un espace transfrontalier qui relie la Guinée à la Sierra Leone, donc on va faire des accords de collaboration entre les deux pays pour que vraiment cette gestion soit de façon intégrée. Ce projet va durer 5 ans. L'ambition est de faire ce parc marin de Mélacorée un modèle de référence en matière de conservation marine et côtière en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Développement local à Massy dans la préfecture de Pita. Ce sont 3 édifices à savoir le commissariat de police, la gendarmerie et le cartonnement forestier que les ressortissants de la localité viennent de réaliser. Près d'1 milliard de francs guinéens. C'est le montant mobilisé par les citoyens pour l'exécution de ces infrastructures sociales de base. Mamadou Paté-Baldé pour en savoir plus. C'est dans une ambiance festive que les populations de Massy, dans la préfecture de Pita, ont assisté à l'inauguration de leurs infrastructures. Financés par les ressortissants de cette localité, ces édifices se composent d'une brigade de la gendarmerie, d'un bâtiment abritant le commissariat de police et d'un cantonnement forestier. Le coût de réalisation des travaux est estimé à près d'1 milliard de francs guinéens. Nous avons décidé de le faire, c'est parce que nous voulons nous développer, nous voulons avancer et nous voulons que notre sous-préfecture soit citée en exemple. Les édifices vont jouer un rôle extrêmement important dans le cadre de l'action administrative. En plus de ces édifices, les fils du terroir ont également entamé sur fonds propres la construction prochaine de la résidence du sous-préfet dont les travaux ont été officiellement lancés. L'État seul ne peut pas tout faire. Nous sommes aussi une partie de l'État. Nous devons accompagner notre président, nous devons accompagner notre gouvernement à construire chez nous. C'est pourquoi aujourd'hui, ils nous ont invités à inaugurer 3 infrastructures dignes de nom à la fois. Nous comptons sur leur bonne intention. Nous demandons les prières de nos papas, de nos mamans, pour que ces œuvres continuent toujours ici. Pour compléter ce tableau, les citoyens de Massy ont pour ambition l'électrification de la localité, le désenclavement de Massy aux collectivités voisines et sollicitent l'appui du président de la République, Mamadi Doumbouya, pour l'obtention des outillages agricoles pour la relance de la production.
Célébration le week-end dernier des 25 ans de vie religieuse de deux frères du Sacré-Cœur des écoles Sainte-Marie de Conakry et Saint-Jean de Bordeaux. C'est à Cancan, à la paroisse Saint-Cyprien de Dixine, où la célébration a eu lieu. Les deux jubilaires devant plusieurs archevêques du nonce apostolique et quelques fidèles ont renouvelé leur engagement de vie religieuse. Marie-Simone Noël Tolno, Alcéné Camara. Il y a de cela 25 ans qu'ils se sont engagés dans la vie religieuse à la suite du Christ. Après un long chemin parcouru, parfois parsemé d'embûches, ils n'ont pas lâché la main du Christ. Aujourd'hui, c'est dans l'action de grâce en présence de certains membres de leur famille, la communauté chrétienne de Saint-Cyprien, les responsables administratifs et quelques élèves de leurs écoles respectives, que ces frères religieux du Sacré-Cœur Nicolas Alban Bagui et Jean-Victor Gane Dieng renouvellent leur engagement religieux. Cette action religieuse désormais traduit leur ferme volonté à suivre éternellement Christ dans leur vie quotidienne. Pour moi, un jubilé n'est rien d'autre qu'une action de ce que le Seigneur nous a permis de faire, de réaliser, surtout avec les jeunes. Et c'est aussi un moment pour moi de m'arrêter, de revoir ma vie, de faire une introspection pour se projeter vers le futur. Ces deux frères du Sacré-Cœur viennent tous de Dakar. Ils exercent respectivement dans les écoles Sainte-Marie de Conakry et Saint-Jean-Bordeaux de Cancan. Depuis son arrivée, frère Nicolas fait régner une atmosphère de paix et de sérénité au sein de l'institution. C'est une personne qui a le sens de l'écoute, qui a l'amour de son prochain et qui est à l'écoute des enfants et des enseignants. Merci aux frères du Sacré-Cœur pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans notre église particulière et dans notre pays, la Guinée. Nous savons bien que le collège et lycée Sainte-Marie de Dixine figure parmi les établissements scolaires les plus désirés par les Guinéens. Cette messe a connu la présence de l'archevêque métropolitain de Dakar et du nonce apostolique de la Guinée et du Mali. Tous venus pour témoigner de leur solidarité à ces deux fervents fidèles engagés pour la cause de Jésus-Christ. Diplomatie culturelle, le couple d'acteurs américains qui séjournent en Guinée décide de prendre la nationalité guinéenne. La procédure de naturalisation est engagée. Ensuite, ces stars hollywoodiennes s'engagent à œuvrer avec les acteurs guinéens pour hisser très haut le tricolore national. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse animé avec le ministre de la Culture, Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. En provenance des États-Unis d'Amérique, Jonathan Majors et Megan Good Majors sont deux acteurs hollywoodiens qui foulent pour la première fois le sol guinéen, terre de leurs ancêtres. Une situation rendue possible grâce à une collaboration ministère de la Culture et CBS Worldwide Communication. Dès son arrivée, le couple a engagé le processus d'acquisition de la nationalité guinéenne. Devant la presse, il s'engage à œuvrer pour le rayonnement du cinéma guinéen et porter très haut le branding national. On se réjouit à l'idée de pouvoir rencontrer des collègues dans le film ici et de travailler avec eux, de penser à qui sont les héros de cette nation de la Guinée. Parce que nous, quand on va pousser la Guinée, on veut pousser un récit de la Guinée à travers ses héros. Voilà, donc elle disait qu'ils étaient contents d'échanger et avec les artistes locaux, de travailler avec les artistes locaux, d'apprendre d'eux aussi et de leur apprendre aussi leur savoir-faire. La visite de ces stars hollywoodiennes s'inscrit dans la dynamique d'une diplomatie culturelle qui crée un trait d'union entre la Guinée et la diaspora afro-américaine. Ce partenariat avec CBC Worldwide Communication et Rolling Stone Africa permettra à la Guinée d'affirmer sa volonté de reprendre la maîtrise de sa narration internationale, de montrer au monde la nouvelle Guinée, décomplexée, souveraine et qui sait où elle va, avec à sa tête un leader qui travaille selon un algorithme qui ne repose que sur la défense des intérêts du peuple de Guinée. Et donc, pour avoir cette vision avec des partenariats qui vont se créer, nous avons besoin de passerelles puissantes entre l'Afrique et sa diaspora, entre mémoire et modernité, entre héritage et la création contemporaine.
Le processus de naturalisation du couple suit son cours normal pour faire de Jonathan et Megan des citoyens guinéens à part entière. Un process qui sera parachevé par un décret du président de la République. Et pour finir, les responsables du centre culturel Griot Mandeng et Mikini Business Communication ont animé un point de presse à Koya. Le but de cette sortie est d'expliquer les enjeux de la 4e édition du festival international J'aime ma culture. C'est un reportage de Diaraï Diallo. Le Festival international J'aime ma culture est un moment de rassemblement des chorégraphes guinéens et internationaux pour célébrer la cohésion, les retrouvailles et la vulgarisation des diversités culturelles des peuples du monde. C'est un rendez-vous de mise en lumière de l'art, la danse, la mode, la gastronomie et du tourisme qui se déroule chaque mois d'avril à Koya. Les responsables du centre culturel Griot Mandeng de Koya et de Mikini Business Communication animent ce point de presse pour expliquer la teneur de cet événement très attendu dans le Sumbuya. La Guinée profonde est souvent connue pour le grand rendez-vous pour décentraliser cet événement, raison pour laquelle Koya, qui a une position très stratégique entre la capitale et l'intérieur du pays, donc on a décidé de vraiment largement contribuer au rayonnement de la culture guinéenne sur la scène internationale. C'est la promotion de la diplomatie culturelle sur la scène internationale. La 4e édition va être très grande. Le promouvoir de la culture guinéenne, alors on demande toutes les autorités de la République de Guinée, surtout le ministre de la Culture, Moussa Moïse, et les étrangers doivent être là, les Américains vont être là, les Français, les Italiens. La préfecture et la direction préfectorale de la culture de Koya sont des soutiens de taille à ce rendez-vous culturel. Je pense que le projet là a une action importante, un impact positif sur la communauté de Koya, vu que la jeunesse, les pères de famille, les mères de famille, ils se réjouissent du projet et ils s'engagent à accompagner les organisateurs. L'Armatan Guinée et autres partenaires sont déjà engagés dans la réussite de la 4e édition du Festival international J'aime ma culture. Cet événement est le pont entre la capitale et la Guinée profonde, auquel chacun trouve son compte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. Encore une fois, toutes nos excuses pour le désagrément à l'entame de cette édition. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.